Maintenant que nous avons largement décrit la marge européenne, donc la marge européenne qui vient jusque là, donc tout ça c'est de la marge européenne, on va s'intéresser à ce qui fait la frontière entre les plaques, on va s'intéresser à l'océan alpin. Dans cet océan alpin, nous avons que deux types de roches. Donc nous allons représenter les ophiolites et les ultrabasites. Donc on les retrouve ici sur la légende. Ultrabasite, c'est en fait le vieux nom des péridotites, qui sont des roches extrêmement basiques, d'où le terme d'ultrabasite. Et puis dans les ophiolites, on a un amas un peu plus compliqué dans lequel on peut avoir des péridotites, mais aussi des gabbros et des basaltes. En fait, la légende n'est pas tout à fait vraie parce que tout ça est métamorphisé. Donc en fait, on a des métapéridotites, des métagabbros, des métabasaltes. Il y a au moins un métamorphisme hydrothermal qui est présent dans ces ophiolites. Donc les ophiolites, bien évidemment, je vous incite à les représenter exactement comme dans la légende, c'est-à-dire avec une couleur bleu foncé, vert foncé, vous auriez corrigé de vous-même, permettant de garder à peu près la couleur de la carte de France. Le petit figuré sous forme de petits chevrons est assez conventionnel, c'est très fréquent pour les ophiolites, vous pouvez l'utiliser sans réserve. Et puis pour les schistes lustrés, donc ce sont tous les terrains sédimentaires qui sont ici, comme ils sont tous du Jurassique, eh bien si vous avez un bleu clair, ce sera extrêmement pratique parce qu'on pourra garder comme ça exactement les couleurs de la carte de France. Donc ces schistes lustrés, ce sont des sédiments océaniques. Donc ici, vous voyez qu'avec tout ça, on a toute la lithosphère océanique, depuis la base, donc les péridotites, ensuite les gabbros, les basaltes et les sédiments qui sont dessus, qui sont des schistes et qu'on appelle ici des schistes lustrés. Je vous explique tout de suite pourquoi. Sur cette photo de paysage, contrairement aux apparences, nous sommes en plein milieu de l'océan. Mais bien sûr, il s'agit de l'océan alpin. Là où la personne marche, et elle vous donne l'échelle, on devine, puisqu'on a une surface qui est plane, que dans tout ce secteur-là, on a en fait des roches qui sont relativement tendres, qui font d'ailleurs des pentes qui sont des pentes assez douces. Donc tout ce qu'on retrouve ici, ce sont des schistes lustrés. Alors pourquoi ils portent ce nom? Vous retrouvez le débit schisteux caractéristique avec ses plans parallèles, et puis je pense que vous voyez très bien la brillance qui lui a donné son nom, c'est légèrement irisé, d'où le nom de schiste lustré. Donc ce sont tout simplement des dépôts sédimentaires et avec un minéral particulier, de la séricite, qui donne ce côté un petit peu brillant. Et puis dépassant de la masse, on a quelque chose de bien plus résistant qu'on retrouve aussi ici. Donc ça, c'est caractéristique des massifs ophiolitiques. Ils dépassent des schistes lustrés, parce que le schiste lustré s'érode très facilement et donc va donner des pentes douces, alors que là, au contraire, on a des roches qui sont un petit peu plus résistantes. Donc ça peut être des métapéridotites, des métagabbros ou des métabasaltes. Mais le plus souvent, dans la majeure partie des massifs, la roche que l'on retrouve, c'est de la serpentinite, donc que vous retrouvez ici avec cette couleur caractéristique, et puis ce côté en écaille de serpent qui lui a donné son nom. Donc c'est de la péridotite qui a été métamorphisée et avec un apport d'eau, et ça crée des minéraux parallèles les uns aux autres. Donc l'essentiel de l'océan alpin, c'est de la serpentinite et des schistes lustrés. Et de temps en temps, sur certains massifs, on a un peu de métabasalte, un peu de métagabbro. Ces photos, ce sont en fait une énigme. Donc je vous donne les éléments de l'énigme. Donc bien sûr, c'est une dalle de revêtement. Vous devez pouvoir identifier la roche, sachant que cette zone blanche fait effervescence à l'acide, ainsi que d'autres éléments, tous les éléments clairs qui sont présents sur cet échantillon. Aucune effervescence à l'acide pour les zones sombres. Et peut-être même que certains d'entre vous vont aussi reconnaître le lieu où j'ai pris ces photos. Il y a d'ailleurs un indice sur une de ces photos. Donc, arrêtez la vidéo, réfléchissez,
Et puis quand vous rallumerez, je vous donnerai la réponse. Donc pour arriver à interpréter, on repère ici des éléments figurés qui, quand ils sont petits ici, on voit qu'ils sont extrêmement anguleux. Donc on a clairement affaire à une brèche. Un conglomérat contenant des éléments anguleux, ça s'appelle une brèche. Le liant est calcaire puisqu'il fait effervescence à l'acide. Donc on a une roche très foncée dans un liant calcaire, une brèche foncée dans un liant calcaire. Par ailleurs, on est dans le paragraphe de océan alpin. Donc bien sûr, ce que nous avons ici sous les yeux, c'est une ophiocalcite qui a été découpée en dalles de revêtement. Alors où est-ce qu'on la trouve? L'indice était ici, une valise. Donc on est dans un lieu de déplacement et en fait on est ici dans la gare de Nantes, dans le hall des départs. L'ensemble de la surface est recouverte d'ophiocalcite. Encore une autre énigme. Quel est le lien entre cette photo de Paris, de la place de la Concorde, et notre sujet sur les Alpes? Donc là c'est en plus petit, vous le voyez ici et là. Toutes les bases des chandeliers ont été faites en ophiocalcite des Alpes. Mais il y a des éléments qui viennent de bien plus loin. En termes de paysage, donc je vous ai mis les 3 massifs sur lesquels on a travaillé dans le cours métamorphisme. Le massif du Chenaillet, avec ses méta-gabbros, ses méta-basaltes, dont on avait montré que c'est simplement un métamorphisme hydrothermal de faciès schiste vert. Ensuite, on avait pris un massif dans la zone du Queyras, où là on était sur du métamorphisme schiste bleu, donc ça n'est plus du tout explicable par l'hydrothermalisme. Là on est forcément dans un métamorphisme de subduction. Et puis le cas du Mont Viso, où on allait jusqu'à un métamorphisme de faciès éclogite, et donc avec le Queyras et le Viso, on arrivait à reconstituer de façon un petit peu caricaturale dans le cadre d'un TP, on arrivait à reconstituer un gradient de subduction montrant que ces massifs sont rentrés en subduction. Donc voyez l'aspect que ça a dans le paysage. Ce sont des massifs qui sont beaucoup plus résistants que ce qui les entoure, mais sans avoir les pentes très très raides des massifs cristallins. On va passer de l'autre côté des Alpes, donc nous changeons de plaque et on arrive sur la plaque qu'on appelle la plaque apulienne. Alors pourquoi pas la plaque italienne? Parce qu'en fait l'Italie est constituée de 2 demi-plaques, une demi-plaque sud, une demi-plaque nord, et c'est la collision entre ces 2 plaques qui donne la chaîne de montagnes centrale qu'on appelle la chaîne apulienne, et qui a comme bassin molassique le bassin molassique du Pô. Donc nous allons prendre juste une partie de l'Italie, mais qui en fait est couplée au moins pendant un certain temps à l'Afrique. Donc on utilise parfois aussi le terme de marge italo-africaine ou de marge apulienne. Alors comment je fais sur la carte de France? Parmi tous les massifs cristallins dits internes, donc les massifs internes, ça veut juste dire qu'ils sont à l'est du chevauchement pénique frontal. C'est tout ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'ils ont été métamorphisés lors de la formation des Alpes. Mais comment savoir que celui-ci et celui-là sont africains et pas celui-là qui est européen? Eh bien en fait, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, à partir de la carte de France au millénium, vous ne pouvez pas savoir ce qui relève de l'Europe et ce qui relève de l'Afrique. Donc la seule solution, c'est de la prendre. Ces deux-là font partie de l'Europe, ces deux-là font partie de l'Afrique. Vous pouvez juste vous aider un peu de la nature des terrains qui sont présents sur cette partie et repérer que vous les retrouvez là, et donc que là forcément on va les mettre dans un même ensemble, mais sinon pour la zone Césia, il n'est pas du tout évident qu'il s'agisse des mêmes terrains que ceux-ci qu'on va retrouver sur la dent blanche. Repérez ici que nous avions tout cet espace pour la marge européenne avec croûte d'épaisseur constante, auquel il fallait rajouter encore le briançonnet avant d'arriver dans l'océan.
Donc on a tout ça comme zone européenne. Si on a tout ça pour l'Europe, nous n'avons que ceci et cela pour l'Apulie. Donc c'est pas du tout comparable. Ce qui explique ça, c'est que vous avez ici un grand décrochement qu'on appelle la faille insubrienne. Nous ne sommes pas dans une collision frontale. C'est pas ceci contre cela, ce qui devrait nous laisser autant de matériaux à l'est qu'à l'ouest. Mais en fait, là où nous nous situons, nous sommes complètement au sud des Alpes, il y a un mouvement de rotation. Et grâce à ce décrochement de la faille insubrienne. Et ce mouvement de rotation a emporté l'essentiel du matériau vers le nord, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Donc il nous faut la carte tectonique des Alpes pour arriver à réellement savoir quels sont les ensembles. Et sur la carte tectonique des Alpes, la couleur nous permet sans hésitation de savoir à quel grand ensemble on s'adresse. Donc on a d'un côté ce qu'ils appellent la microplaque adriatique, de l'autre côté ce qu'on appelle l'océan alpin. L'océan alpin est appelé la Thétis, avec des sous-océans que nous ne détaillerons pas du tout, notamment ici l'océan valaisan. Vous pouvez le laisser tout à fait en blanc, tous ces secteurs-là. Vous pouvez le laisser en blanc. Le programme nous indique de ne jamais parler de l'océan valaisan. Donc, ceci n'existe pas. Oublions-le. Donc nous, on va faire comme si la Thétis et la Ligure, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire on va faire comme si l'océan Thétis ne se scindait pas en deux, en Y, à l'endroit de la France, comme si on n'avait que la Ligure. Donc ici, avec le code couleur, on va pouvoir repérer ce qui nous intéresse sur la carte, la zone Césia dents blanches, qui pour nous est donc la zone afro-apulienne, donc la zone Césia ici, et la zone de la dent blanche ici. Et donc ces deux massifs, ainsi que ces petits massifs, celui-ci et celui-là, font partie, tout ce secteur-là, c'est de la marge afro-apulienne. Alors que, au contraire, tout ce qu'on peut avoir ici, le Grand Paradis, Dora Mera, tout ça fait partie de la marge européenne. Pour finir votre carte, il va falloir rajouter les éléments de métamorphisme. Donc là, il y a deux possibilités, travailler à partir de la carte métamorphique qui est extrêmement précise, détaillée, mais comme notre référence officielle, c'est davantage la carte au millionième, je vous propose plutôt de garder les codes de la carte au millionième, même s'ils sont un petit peu plus anciens et un peu contredits par des travaux plus modernes de la carte métamorphique. Donc peut-être ceux qui sont concentrés sur G2E, peuvent prendre les codes de la carte métamorphique que je vais vous présenter juste après, et ceux qui sont plutôt concentrés sur l'agro, prendre les codes de la carte au millionième. Donc nous allons de toute façon présenter les choses comme sur la carte au millionième, c'est-à-dire rajouter un figuré sur le figuré que nous avons déjà choisi pour les différentes régions. Mais bien sûr, ce figuré, vous allez le faire en bleu, comme sur la carte de France, pour bien dire qu'il s'agit d'un métamorphisme alpin et non pas un métamorphisme datant du primaire. Ici, on est bien sur un métamorphisme du secondaire et éventuellement du tertiaire. Donc le code, c'est que les traits continus correspondent à un faciès schiste bleu, les traits discontinus à un faciès schiste vert. Et comme il y a des zones où on hésite un peu, on est un peu à la limite entre le faciès schiste bleu et schiste vert, vous le verrez notamment dans l'océan alpin, vous verrez qu'ils font des très très grands traits, mais quand même interrompus. Donc ça veut dire qu'on est à la frontière entre le faciès schiste bleu et schiste vert. Quand c'est beaucoup plus franc, comme ici schiste vert, les traits sont rapidement interrompus et c'est assez net. Donc repérez bien ce que je vous ai déjà dit, que le chevauchement pénique frontal, alors souvent le deuxième et non pas le premier, est bien la limite entre les zones métamorphisées au secondaire, donc avec des figurés métamorphiques bleus, qui le séparent des zones non métamorphisées ou métamorphisées au primaire avec des figurés rouges. Toute la zone briançonnaise est en faciès schiste vert, peut-être certaines petites zones schiste bleu. La zone de l'océan alpin est en faciès limite entre schiste bleu et schiste vert.
ici la zone de Doramera, avec tous ces petits points. Ces petits points sont un faciès éclogite, donc faites attention à bien faire des petits points ouverts pour ne pas les confondre avec le figuré de Flich, qui sont juste des petits points noirs fermés. Donc repérez que les massifs cristallins internes sont très souvent dans ce faciès éclogite. Et puis autre chose que vous devez aller chercher, parce qu'il faut pouvoir le repérer sans la moindre hésitation, c'est la cohésite. On verra que la cohésite est un argument très important pour dire que les continents aussi réalisent la subduction. Et donc, allez les chercher dans le sud de Doramera. Ils sont déjà dessinés sur votre carte, mais sachez les retrouver sans l'ombre d'une hésitation sur la carte au millionième. Donc si on utilise comme référence la carte métamorphique des Alpes, il y a un très léger métamorphisme dans la zone externe que nous considérerons comme complètement négligeable. Et on va considérer que le métamorphisme est notable qu'à partir du moment où on atteint les portions supérieures du faciès schiste vert, donc dans ce secteur-là. Et là, vous voyez que cette carte est un peu plus précise que la carte au millionième, puisque ici, ce n'est pas toute la zone briançonnaise qui est plus métamorphisée que les terrains sédimentaires externes. Donc, toute cette zone externe, c'est ce que les géologues appellent la zone subalpine, Chartreuse inclus. Mais ici, il nous montre que c'est une seule partie de la zone houillère qui mérite le terme de métamorphisé. Donc c'est pour ça que vous aurez des représentations un peu différentes selon que vous acceptez la classification de la carte au millionième ou que vous prenez celle un peu plus précise de la carte métamorphique. Pour ce qui concerne l'océan alpin, on se retrouve effectivement dans les faciès schiste bleu avec différentes variantes de ce faciès schiste bleu, donc inutile de subdiviser, ça, nous n'allons pas rentrer dans autant de détails. Le Val d'Aoste aussi en faciès schiste bleu, et puis les zones des massifs cristallins qui sont dans le faciès éclogite. Et ce qui est intéressant, c'est que la zone où il y a la cohésite est notée ici ultra haute pression, et on retrouve d'ailleurs le marqueur d'ultra haute pression qui est la conversion du quartz en direction de la cohésite. Donc en résumé, si on veut se représenter concrètement ce qu'est une chaîne de collision. Dans une chaîne de collision, vous devez trouver une limite entre une plaque et une autre plaque, séparée par un océan. Donc cet océan, c'est ce qu'on va appeler la suture ophiolitique. Suture parce que c'est ce qui soude deux plaques, et puis bien sûr suture ophiolitique puisque on retrouve énormément d'ophiolite dans cette structure. Donc ça, c'est pas pour toutes les chaînes de montagne, c'est seulement pour les chaînes de collision, parce que dans les chaînes de collision, il y a un océan avant qu'il y ait la collision. Donc on doit trouver l'Europe de ce côté, avec un massif, toute la zone externe qui est avec une épaisseur normale, ce secteur-là, une zone un peu différente qui est la zone briançonnaise, qu'il faudra donc expliquer. Et puis on s'attendrait à trouver quelque chose de tout à fait similaire de l'autre côté, mais là nous avons plusieurs problèmes. C'est la faiblesse déjà de la quantité de matériaux de l'autre plaque. Et puis autre chose que nous ne pouvons pas expliquer encore pour le moment, c'est pourquoi est-ce que cette marge italo-africaine est métamorphisée et pourquoi une partie de la marge européenne, qui est la zone qu'on a appelée la zone briançonnaise, la zone houillère, est métamorphisée. Et puis nous avons encore un autre problème. Pourquoi y a-t-il des massifs cristallins européens en plein milieu de l'océan, voire à l'est de l'océan, donc en fait pas du tout du bon côté, du côté où on attendrait à trouver de la marge italo-africaine. Donc dans le cours, on va essayer d'expliquer tous ces problèmes. En attendant, j'espère que grâce à ce petit travail de coloriage, désormais, vous pouvez très facilement vous repérer et faire ce que j'ai fait en conclusion, c'est-à-dire donner sans problème les limites de l'Europe, les limites de l'Afrique,
identifier du premier coup d'œil le domaine océanique et bien replacer les massifs européens, même ceux qui sont en plein milieu de l'océan, même ceux qui sont à l'est, bien les raccoler à l'Europe et non pas à la marge afro-apulienne.